et bienvenue à l'UFR STAPS de Lyon. Voilà, je me présente, moi je suis Patrick Trevelot, je suis enseignant ici, dans la filière entraînement sportif. Je suis co-organisateur de l'événement avec Julien Varlet, Jérôme Varlet, la fatigue, et puis Olivier Four de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme. Voilà, on vous accueille aujourd'hui pour le colloque l'entraînement au féminin, le sport au féminin. Vous êtes chacun entraîneur, dirigeant, personnel de santé, en tout cas tous passionnés par l'activité physique, le sport et l'entraînement. Et on compte sur vous voilà, pour faire de cette journée une journée riche de réflexion, d'échange, de partage, pour avancer sur cette thématique voilà, qui est d'actualité, mais qui est peu répandue quand même dans les sphères sportives en termes de réflexion. Voilà, je suis plus particulièrement votre interlocuteur sur la journée si vous avez des problèmes d'organisation. N'hésitez pas à venir me voir. On va faire une boîte à questions au fond de la salle, donc dans les intermèdes. N'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre cet après-midi dans les tables rondes, n'hésitez pas, ça alimentera la richesse des échanges de cet après-midi. Et donc on mettra ça au fond. Donc à midi, si vous avez noté 2-3 petits trucs, n'hésitez pas à déposer vos réflexions et vos idées. Je vais laisser la parole à Marcel Ferrari, le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme, vous dire un petit mot. Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à ce colloque qui, je l'espère, vous fera grande satisfaction et beaucoup d'enseignements. Donc moi, je vais être là pour remercier surtout l'UFR STAPS qui nous accueille, Patrick, qui nous fait le plaisir de pouvoir nous accueillir dans ces locaux. Je remercie aussi nos partenaires, qui est la fédération, puisque à travers l'organisme de formation, donc nous pouvons organiser cette journée, et dont le représentant ou l'animateur est Olivier Four, un CTS de la Ligue. Donc, et puis, bien sûr, aussi Pierre-Alexandre Vial, qui est aussi CTS au niveau de la Ligue, qui s'occupe de la haute performance. Donc, très haute performance. Il n'aime pas quand je dis ça. Eh bien, et je remercie aussi, bien sûr, tous les intervenants qui permettront d'animer cette journée. Et puis, tous et toutes, j'espère que vous aurez beaucoup d'enseignements sur tout ça. Et bien sûr, un grand remerciement à Jérôme Varlet, qui a mis en place tout ça dans le cadre de sa formation. Eh bien, merci bien, et je pense que c'est déjà une réussite avec tout le monde qui est là. Donc, bonne journée, et puis à bientôt. Donc Marcel, merci. Alors moi je prends la parole juste quelques minutes parce que donc je représente au niveau de la Ligue d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes le pôle performance avec d'autres collègues à moi. Eh bien je travaille à faire en sorte que quel que soit le niveau de pratique et pas uniquement la haute performance, eh bien l'ensemble des pratiquants compétition puissent atteindre leur plus haut niveau. Nos deux axes de développement principaux, pour votre information, pour les prochaines années, jusqu'à l'Olympiade de Los Angeles en 2028, sont la professionnalisation et la montée en compétences de l'ensemble des intervenants. Et l'ensemble des intervenants, à savoir le domaine de l'entraînement, mais aussi avec Olivier, qui est responsable, Olivier Four, avec qui vous avez certainement été en contact pour aujourd'hui, sur la formation des dirigeants, parce que c'est un ensemble que l'on doit faire monter en compétences. Alors, bien entendu, le domaine de la formation à tous les niveaux de pratique, qu'elle soit initiale, comme certains étudiants ici, ou continue, qui amène à un diplôme, qui amène à une montée en compétences, et bien, dans le domaine de l'entraînement,
On essaye de mettre en place avec Olivier un certain nombre d'interventions. Bien sûr, ça pourrait être encore amélioré, mais en tout cas, ici, ce colloque a cette volonté de faire le lien entre un monde universitaire, des recherches, un monde médical, et puis le monde de l'entraînement qui doit aussi s'adapter à la fois aux nouvelles connaissances, mais aussi à la réalité du terrain. Alors, c'est pas très récent. Les spécificités féminines du sport, elles existent depuis toujours. Mais en tout cas, elles sont de mieux en mieux considérées. Et cela permet à tout à chacun, entraîneurs, dirigeants aussi, de considérer ces spécificités. En tout cas, ici, vous aurez des informations qui vous permettront, on l'espère, de prendre en compte ces spécificités au quotidien dans l'entraînement des sportifs, à quel que soit le niveau. Et puis, ici, c'est moi que revient l'honneur de présenter Mélina. On a donc une représentante qui, depuis des années, des Olympiades même, performe jusqu'au plus haut niveau. Donc elle sera le grand témoin de cette journée et son expérience en tant que femme, en tant que sportive, en tant que maman, permettra aussi d'éclairer les débats d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais donner la parole à Mélina qui va se présenter, dire quelques mots et voilà. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que forcément, comme l'a dit Pierre-Alexandre, c'est des thèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, qui me tiennent à cœur et dont j'ai envie de parler et que j'ai envie de mettre en lumière. Donc, je suis très heureuse que ce colloque soit organisé. Alors, donc, je vais déjà me présenter, ce sera déjà pas mal. Donc, Mélina Robert-Michon, je suis athlète, lanceuse de disques. J'ai été vice-championne olympique à Rio en 2016 et médaillée mondiale en 2013 et en 2017. Et j'ai la particularité d'avoir deux petites filles, dont une qui est grande maintenant, de 12 et 5 ans. Et voilà, c'était une carrière un petit peu, qu'on peut dire, atypique, puisque j'ai maintenant 43 ans, donc je coche plusieurs cases bizarres pour une athlète de haut niveau, on va dire. Mais c'est aussi ce qui a fait ma force tout au long de ma carrière. Et quand on a abordé avec Jérôme les thèmes un petit peu qui allaient être développés aujourd'hui, je me suis retrouvée dans plein de choses. C'est des thèmes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, soit des problèmes, soit des choses qui m'ont interrogée tout au long de ma carrière, que ce soit les règles, le cycle hormonal, la grossesse. Donc je suis très heureuse de voir qu'on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Je pense que la meilleure réponse à toutes ces questions, c'est l'information, la communication, l'échange, que ce soit pour les athlètes, mais aussi pour les entraîneurs, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir dans ma carrière 2 entraîneurs, alors qui étaient des hommes, mais qui étaient quand même très à l'écoute et très en recherche de tout ce qui pouvait améliorer la performance, mais pas seulement, améliorer aussi la personne et m'aider à grandir, en fait, parce que j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux depuis mes 18 ans. Donc je pense que cette relation de confiance qui s'est créée entre nous a permis justement de pouvoir aborder ces thèmes certainement plus facilement et en toute bienveillance, que ce soit d'adapter parfois les entraînements avec la fatigue des règles ou les choses comme ça. Et c'était des thèmes pourtant, comme je vous l'ai dit, j'ai 43 ans, donc il y a plus de 25 ans, qui étaient encore tabous, voire pas du tout abordés dans le milieu du sport. Donc heureusement, les choses ont évolué, j'ai pu le voir quand même depuis quelques temps, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et que la meilleure solution, c'est que tous ces thèmes-là fassent partie et soient intégrés vraiment dans la formation, par exemple, des entraîneurs ou même dans la formation des athlètes de haut niveau. Je sais que la Fédération française le fait maintenant sur tous les stages jeunes à venir. Alors, je ne sais plus le terme exact, mais il y a des interventions qui sont faites là-dessus pour être sensibilisées, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas forcément normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Ce n'est pas normal d'avoir des fuites urinaires. Et je pense que tout ça, c'est
c'est des questionnements que les athlètes ont eus pendant longtemps et dont elles n'osaient pas parler, parce que pour elles, ça faisait partie du truc, ou c'était une honte, ou c'était tout ça. Donc là, voilà, le but, c'est de libérer un petit peu la parole sur tous ces sujets-là pour faire avancer, parce qu'il y a des solutions à trouver à tout ça. Et je pense que c'est important. Et là, je vois dans la salle, c'est très divers. Donc il y a des hommes, des femmes, il y a des jeunes, des moins jeunes. Donc je pense que c'est ce dont on a besoin pour faire avancer tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous trouverez plein de réponses, que vous repartirez avec des nouveaux outils et une nouvelle manière de voir les choses et d'aborder les choses pour voir la sportive dans toute son entièreté, j'ai envie de dire, avec toutes ses différences, mais aussi ces problèmes classiques d'athlètes, qu'on soit homme ou femme. Je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Donc bonne journée, et je vois que de toute façon vous avez de très bons intervenants avec chacun des spécialités particulières, et je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Donc merci beaucoup et bonne journée, et soyez attentifs, vous allez apprendre plein de choses. Merci Mélina, du coup on se reverra tout à l'heure sur la table ronde. On pourra lui poser toutes les questions que vous voudrez, qu'on voudra, et pour pouvoir faire avancer vos connaissances et puis prendre l'expérience. Maintenant, du coup, on va passer sur la partie, on va dire, plutôt médicale. Donc je vais appeler Carole Maître, qui est gynécologue qui intervient à l'INSEP. Merci d'abord, merci à tous et à toutes d'être là ce samedi matin, et merci Jérôme pour toute cette organisation. C'est pas simple vu le contexte, on le sait, lié au déplacement un petit peu difficile en ces temps, mais vraiment c'est un sujet qui nous tient à cœur, et nous allons parler donc des cycles menstruels. Est-ce un atout pour la performance ou au contraire une limite ? Je ne pense pas que ce soit une limite, mais comme ça a été très bien dit par Mélina, il faut très certainement prendre en compte ce qui se passe pour la sportive et son ressenti. Alors effectivement, on a eu des chiffres tout récents avec l'étude du ministère des Sports en 2021 qui a passé un questionnaire par les logiciels PSQS des sportifs de haut niveau et qui nous ont inquiétés, disons, alarmés, disons que ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur le sujet, mais là les chiffres étaient quand même parlants. 84% vivent leurs règles comme une difficulté liée à la douleur, à la fatigue, aux crampes et à d'autres symptômes que nous allons revoir. Et pourtant, seulement 23% déclarent avoir pu échanger avec leurs problèmes, sur leurs problèmes avec leur entourage. Donc on voit bien que là, on est dans des chiffres quand même importants. Et là, sur cette étude justement que les sportives ici des sportives de compétition ont répondu à une enquête, elles sont 50% à estimer que les symptômes ne sont pas pris en compte dans l'élaboration et le suivi de leur entraînement. Et on va voir, 64% se disent fragilisés par cette période, cette fameuse période de règles avant ou pendant les règles. Alors, n'attendons pas, bien sûr, que le contexte médiatique vienne écraser tout ce qui a pu être fait, mais soyons vigilants à ce qui est publié quand même. Bien sûr, les sportives ont témoigné. Elles s'attaquent au tabou des règles. Les fédérations tardent à s'emparer du sujet. Octobre 2022, donc pour nous, c'était hier. Bon, eh bien, on voit que là, on est en train de répondre, et depuis quelque temps déjà, mais encore faut-il le faire savoir. Merci à vous. Alors, 2013 déjà, l'équipe avait son petit dossier sur le sujet. Donc on voit que nous progressons pas à pas et que depuis quelques années, en particulier depuis ces 3 dernières années, nous avons un développement des publications et donc forcément des connaissances. Et là, dans cette méta-analyse qui regroupait 51 études, elle montrait l'intérêt qu'il y avait effectivement quelque chose qui se passait à cette période qu'on appelle la période folliculaire précoce. C'est un grand mot pour parler de la menstruation. Vous savez, le cycle commence au premier jour des règles, donc la période folliculaire précoce, c'est la période où va commencer à se développer le follicule jusqu'à l'ovulation, mais c'est la période, cette petite période de 4, 5, 6 jours où les hormones sont au plus bas.
Eh bien, cette analyse montrait qu'il y avait une diminution, une tendance, parce que la diminution n'était pas significative. Donc c'était une tendance à une diminution des performances en endurance et en résistance. Et nous allons voir un petit peu plus loin pourquoi, et nous reviendrons dessus avec Juliana sur ce sujet. Notre papier, un an plus tard, nous alertait, parce que là encore, on voyait que, vous voyez, l'ensemble de la littérature datait quasiment de 2020. Eh bien, là encore, on voit que plus de 50% des participantes témoignaient d'une diminution de la performance pendant l'entraînement et voire en compétition. Alors, pourquoi ? Eh bien, il semblerait qu'elles témoignent d'un impact sur l'entraînement de leurs symptômes. Bon, des trucs de filles, on dit, des symptômes féminins. Mais là, on est dans le sport de haut niveau. Et c'est là où on a un contraste entre ce qu'on connaît pour tout le monde et qui vient nous consulter facilement quand il y a des troubles de l'humeur, quand on ne supporte plus le mari. Donc ça, c'est la société de tout le monde, la population générale, comme on dit dans les études, la population contrôle. Mais la sportive de haut niveau, elle est là pour vaincre, pour se battre. Et le sport de haut niveau féminin, il a eu quelques années de retard sur le sport masculin, quelles que soient les fédérations, quand on voit le rugby ou quand on voit différentes fédérations de l'athlétisme, les filles, elles se sont battues pour faire partie du premier marathon, pour être aux Jeux Olympiques. Eh bien, cette bataille, ce niveau de combat a fait qu'elles ont laissé de côté tout ce qui pouvait rappeler la condition féminine et la physiologie féminine, en fait. Parce que ça fait partie de la femme. Les règles, c'est physiologique. Et quand elles se passent mal, eh bien, on préférait ne pas en parler et faire avec. Et on lisait dans la presse, par exemple, que telle basketteuse ou que telle sportive avait serré les dents pendant toute sa carrière parce qu'elle avait des douleurs de règles, que son endométriose a été diagnostiquée avec des années de retard. Donc on voit un petit peu cette différence entre des jeunes femmes qui viennent consulter pour une douleur modérée ou un impact sur leur vie au quotidien et des sportifs de haut niveau qui ont mis tout ça de côté parce qu'il fallait montrer qu'on avait une certaine puissance et qu'on avait toute la légitimité d'être là et donc surtout sans se plaindre. Alors, vous voyez, j'ai repris ces données parce qu'elles ont été montrées à un colloque de la Fédération française d'athlétisme en 2008. Alors vous voyez, c'était il y a quelques années, et sur 43 sportives, on en avait déjà qui disaient entre 10 et 20%, voire 30%, être impactées par la fatigue, les douleurs de sein, la prise de poids avant les règles. C'était à une époque où on ne parlait pas du tout d'une prise en compte éventuellement sur l'entraînement, et on essayait d'instaurer vraiment un langage entre les staffs techniques, les staffs médicaux. Et puis, cette évaluation de la douleur, elle était impressionnante, parce que dans la population des sportifs, on a beaucoup plus de douleurs sévères qui ne sont pas prises en compte, puisqu'elles témoignent que là, elles ont une douleur sévère, c'est-à-dire sur une échelle analogique de la douleur, entre 1 et 10, elles sont à partir de 7, donc elles nous témoignent d'une douleur importante et non prise en compte. Et là, vraiment, on avait été alertés et on a donc développé une prise en charge, mais intra-INSEP. Tout le monde n'est pas sur l'INSEP. Et donc là, on instaure des ateliers de sensibilisation, parce que comme ça a été très bien dit dans l'introduction, si on ne sensibilise pas les jeunes à venir et à en parler, eh bien, on aura des difficultés. Et une étude beaucoup plus récente, vous voyez, de 2022, de fin 2022 ou 2022, eh bien, qui montrait que les symptômes psychologiques, eh bien, étaient au premier plan pour venir gêner la performance. C'est tout ce qui était en vert foncé, que ce soit l'irritabilité, la fatigue, un manque de motivation par une petite sensation de déprime avant les règles, une perte d'énergie, eh bien finalement tout ce qu'on négligeait jusqu'alors, eh bien avait un impact en plus que de la douleur bien sûr sur la performance, et c'est ce que l'étude a montré. Et vous voyez ici les points bleus, eh bien ça c'est l'impact négatif. Et vous voyez c'est la perception de la performance globale par l'athlète
qui montrent qu'en phase folliculaire précoce, dans cette période de menstruation, eh bien, il y a bien un impact négatif. Bien sûr, pour les 75% qui ont un syndrome prémenstruel gênant, pour celles qui ont des dysménorrhées, on va dire que 25 à 30% des athlètes, tout va bien. Et même, il y a eu des médaillés pendant les règles, bien sûr. On ne va pas exclure ceci. Mais on est là vraiment pour améliorer la performance et donc pour tenir compte de ce que l'on pourrait justement développer. Et vous voyez ici aussi, le mental sharpness, cette vivacité, cette réponse rapide, eh bien là aussi, un impact négatif sur la qualité du sommeil. Et on sait combien le sommeil est important pour la performance. Et donc, plusieurs facteurs ont été analysés avec un impact négatif dans cette phase, surtout prémenstruelle, voire la phase lutéale tardive, c'est-à-dire la phase justement avant l'arrivée des règles. Donc, on comprend bien, je viens d'en parler, de cette phase-là des règles où les taux hormonaux sont les plus bas. Peut-être se passe-t-il quelque chose parce que là, l'œstrogène est au plus bas. Et on va voir l'intérêt de l'œstrogène dans le cycle. Et puis, les œstrogènes montent. Il y a ce phénomène booster, certainement pré-ovulatoire, pour arriver à l'ovulation. Et puis, la deuxième phase du cycle, qui est la phase progestative, eh bien, si on retient déjà ce schéma, on voit bien que 4-5 jours avant les règles, on a une chute hormonale et l'apparition d'un syndrome prémenstruel dont on vient de parler, avec des symptômes variés, différents, mais qui résultent tous d'une même cause. C'est une réorganisation avec une insuffisance en progestérone avant l'arrivée des règles qui vient majorer donc ce syndrome. Vous avez vu que jusqu'à présent, on parlait beaucoup finalement du ressenti, de la perception de la performance, sans qu'il y ait forcément d'analyses objectives qui sont en train de se développer, en particulier avec l'équipe de Juliana. Mais là, je vous ai mis juste 2-3 études qui ont montré que non seulement c'était que 8 joueuses, donc c'est vrai que c'est un petit groupe, mais c'était pas si simple parce qu'il fallait 3 matchs par cycle menstruel et 3 saisons consécutives. Eh bien, qu'est-ce que cela a montré? Que la distance totale parcourue sur le terrain pour des sports d'équipe, mais ça peut être aussi en athlétisme, bien sûr, eh bien, on avait une différence significative avec cette phase où les œstrogènes sont donc au plus bas, cette phase de menstruation early folliculaire, c'est-à-dire c'est la phase précoce, les 5 premiers jours, eh bien moins de distance parcourue sur le cycle, moins grande vitesse, une vitesse maximum moindre également, et également des sprints de niveau inférieur en quantité par minute. Donc vraiment des critères objectifs qui ont été suivis, qui ont montré que cette phase ne répondait pas aussi bien que les autres phases. La phase étant maximale, c'était la phase où il y a ce booster des œstrogènes, la phase folliculaire, donc qui suit la menstruation. Alors, donc, peut-être aussi devons-nous nous attacher à corriger ce qui vient impacter cette phase. Et on va voir comment. Une autre étude, et j'en finirai là avec les études pour essayer de trouver les solutions, eh bien, vous voyez que là, on a fait travailler des sportifs avec des cycles de haute intensité et de haute fréquence, 6 à 10 sessions d'entraînement très poussées, avec une augmentation de la force et de la masse musculaire dans cette phase où il y a l'ascension des œstrogènes. Alors qu'enfin, avec le même entraînement, là, on les a, le même groupe, on a dit stop, pas d'entraînement en première phase du cycle, et puis on les a fait s'entraîner en phase progestative. Et là, un rendu moins intéressant. Donc on voit déjà qu'il peut y avoir un intérêt à tenir compte au moins du cycle, quand c'est possible, bien sûr, pour demander à la sportive, qui n'est pas à la patiente, à la sportive son renforcement ou sa préparation physique générale. Et pourquoi? Eh bien parce que ces œstrogènes dont on parle depuis le début et qui sont une caractéristique vraiment du cycle féminin avec ces fluctuations, eh bien ils vont concourir, ils vont aider à l'anabolisme protéique. Alors, comment? Eh bien, il y a une augmentation, quand ils sont présents, des récepteurs
aux œstrogènes sur les neurones à l'hormone de croissance. Donc, on voit que les œstrogènes, eh bien, ils n'ont pas qu'un impact sur la muqueuse utérine et les caractéristiques féminines comme la poitrine, la muqueuse utérine, l'utérus et l'ovaire. Non, les œstrogènes vont avoir un impact sur les neurones AGH avec une augmentation du taux des GH en réponse à l'exercice, et ils vont aussi avoir un impact sur la cellule musculaire même. Bien sûr, il y a des récepteurs aux œstrogènes, vous le savez, sur l'os, mais aussi au niveau musculaire, et cette expression, cette activité des récepteurs est plus grande en phase œstrogénique. Ce qui permet donc cette activation de facteurs de transcription, et par activation de satellite des cellules, eh bien, on a une accrétion des myofibrilles et donc une facilitation à développer du muscle. Donc profitons de cette phase. Allons, ça semble simple, mais c'est pas si simple, parce qu'on a aussi un rôle sur le métabolisme énergétique. Et là, en fait, je reviens sur votre rôle, en fait, de l'entraînement, qui vient majorer les récepteurs, la densité des récepteurs aux œstrogènes au niveau de la cellule musculaire augmente. Alors, il y a eu des biopsies, ça a été compliqué, mais il n'y a pas beaucoup d'études. Mais cette étude a montré qu'au bout de 7 semaines d'entraînement en endurance, on avait une augmentation du nombre de récepteurs sur la cellule musculaire. Et donc, on favorise finalement ce qu'on a vu, ce développement musculaire, ne serait-ce que, bien sûr, vous l'avez constaté, mais ça, c'est vraiment objectivé. Et ce qu'il y a encore de plus intéressant, c'est que les œstrogènes viennent agir sur la sensibilité à l'insuline et l'entrée du glucose dans la cellule musculaire. Donc, par une sécrétion augmentée des transporteurs de glucose. Vous savez, l'hormone, elle est sécrétée d'un organe, elle va avoir un impact sur la cellule musculaire, elle ne pénètre pas dans la cellule musculaire, mais elle favorise toutes des voies de transcription, et elle favorise donc les protéines porteuses du glucose et la disponibilité du glucose dans la cellule musculaire, et favorise son stockage sous forme de glycogène. Donc on comprend que quand les hormones sont au plus bas, bien oui, c'est vrai qu'on stocke moins de glycogène, et il faut peut-être agir sur la nutrition quelques jours avant. Un peu comme quand on prépare un marathon, on renforce ses glucides lents 3 jours avant le marathon. Et bien là, 3 jours avant les règles, on pourrait préconiser de renforcer un petit peu les aliments qui permettront de mettre en réserve le glucose. On a également sur les lipides une action des œstrogènes. Alors ça a été objectivé chez l'animal par des expériences in vitro, avec une activation de la lipoprotéine lipase qui va vraiment avoir une action majoritaire sur le muscle en redistribuant les lipides vers le muscle pour permettre l'oxydation des acides gras libres et l'utilisation finalement de nos lipides dans les efforts. Donc, vous savez, avec la production d'ATP qui peut s'en suivre. Donc, on comprend déjà là que quand il y a très peu d'œstrogènes, en première phase du cycle, au moment de la menstruation, eh bien, l'endurance, les efforts très longs et les grosses charges, ça va être beaucoup plus difficile pour l'athlète. Et puis, bien sûr, s'il y a une absence de règles, on comprend bien que là, finalement, l'absence de cycle, on parlait des cycles et des syndromes prémenstruels, mais là, ça va être l'absence de cycle qui va pénaliser la sportive. Donc, ce schéma, pour rappeler que le cycle il commence bien au premier jour des règles, avec un taux hormonal bas, vraiment, on en reparlera après pour l'adaptation à l'entraînement avec Juliana. Et puis, on a bien cette évolution et ce syndrome prémenstruel. Donc, on a des facteurs dans un cycle qui a lieu, qui peuvent venir limiter la performance. On va parler des règles très abondantes. C'est la jeune sportive à qui, pendant 3 fois dans l'année, on fait une cure de fer, mais finalement, on entend dire « je manque toujours de fer ». Oui, et comment sont tes règles ? Ah ben, je mets 2 protections la nuit, je crains de me tacher, donc j'aime pas les sous-vêtements blancs. Mais finalement, ne pas aimer les sous-vêtements blancs et craindre de se tacher, est-ce normal finalement? Parce que quand on est à l'été à la plage, si on a les règles, on craint pas de se tacher si tout va bien. Et finalement là, il y a certainement une sous-évaluation de ces symptômes et de cette prise en charge par le staff médical.
des règles très douloureuses. Comment peut-on avoir des règles avec une intensité de la douleur évaluée au-delà de 7 et à être performant? Il y a une perte de concentration, une fatigue, mais vous allez voir que les sportifs mettent en jeu des stratégies pour faire face, mais avec le risque de ne pas être vraiment en forme. Et puis, on passe à côté de diagnostics. Des douleurs comme ça, si on dit à un sportif, t'es pas bien aujourd'hui, bon, bah tu vas, bon, je considère que t'es vraiment pas bien. Peut-être faire le lien avec le staff médical, parce que l'exclure ou diminuer de façon drastique son entraînement, elle se sentira un peu visée. Et on a des réflexions de sportifs dans les ateliers de sensibilisation qui nous disent, oui, mais si j'en parle, est-ce que je vais être gardée pour le prochain match? Parce que je serai celle qui a mal. Ah, donc là, on a un souci vraiment de communication, parce qu'une douleur forte au genou, on la traite. Une douleur forte utérine, on la traite. Et d'autant plus qu'il y a une pathologie quand même qui est à rechercher, c'est l'endométriose. Personne ne peut ignorer que l'endométriose est une pathologie. Il y a une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose et l'une des directives qui est allouée, on va dire attribuée au ministère des Sports, c'est d'informer, parce que les encadrants sportifs, donc pas de former, parce qu'on ne vous demande pas de faire un diagnostic d'endométriose, mais d'avoir ce point de vigilance, d'être le relais, parce que vous êtes au quotidien avec la sportive qui, elle, peut-être, va préférer ne pas en parler. Donc c'est pas simple, je le comprends, parce que parfois on craint d'être intrusif, elle n'en parle pas elle-même, mais vous avez des symptômes, des petits signes qui vous disent que régulièrement, 3 jours par mois, eh bien, elle n'a pas le même rendement. Et puis, l'absence de règles, je le dis, s'expose au risque de blessure ou de fracture de fatigue. Et puis, le syndrome prémenstruel. Alors, vous voyez que tout ceci implique un partenariat avec le staff médical et qu'on travaille tous dans le même sens pour finalement venir soutenir au mieux notre athlète et sa performance. Alors, le syndrome prémenstruel, juste pour vous dire qu'on a en général 1, 2, 3 symptômes, mais des symptômes gênants, on n'a pas à les accepter. Une douleur qui gêne en 2023, mais je le disais en 2020, je le disais depuis quelque temps, on n'a pas à l'accepter. On n'accepte pas une douleur de cheville. Il y a des solutions qui existent et c'est important. D'adapter la nutrition, c'est une chose, mais d'avoir aussi l'avis du staff médical, c'est important. Tout récemment, écoutez, j'ai eu les résultats en décembre 2022. On a fait passer un questionnaire un peu peut-être plus détaillé que celui qu'on a fait là, mais d'après le ressenti des filles du rugby, pour 289 filles, eh bien 76% des joueuses étaient gênées par les symptômes avant les règles et 68% pour leur compétition. Donc ce sont quand même des chiffres dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Et là toujours, on a, voyez ici, dans l'enquête que vous avez dans votre dossier, la performance est essentiellement impactée par les troubles de l'humeur. Et vous vous rappelez l'étude avec plus de 1000 sportives, 1000 athlètes, c'était des sportifs de haut niveau. C'était également les troubles de l'humeur et la concentration. C'est à prendre en compte. Alors les sportifs mettent en place des stratégies. J'ai jusqu'à 45. Oui. Les sportifs mettent en place des stratégies et ça a été analysé dans cette étude italienne pour faire face au syndrome prémenstruel en compétition. Elles essayent d'agir, bien sûr, sur la douleur, sur les symptômes psychiques et sur la concentration, les ressources cognitives pour améliorer les capacités physiques perçues et le bien-être. Bien, vous voyez l'ajustement de l'énergie parce qu'on va lutter contre une douleur, on va lutter contre des symptômes, on va lutter contre soi-même. Eh bien, c'est un impact négatif. Les flèches en rouge, c'est l'impact négatif. Et cette étude publiée ne relevait que ce qui avait été significativement soit négatif, soit positif. Donc l'ajustement de l'énergie a un impact négatif sur la capacité physique perçue et le bien-être. Parce que, eh bien, oui, on s'épuise à faire face. L'évitement, peut-être un impact pas négatif sur les symptômes physiques, parce que si on se met un peu en retrait, si on est moins dans les déplacements rapides, moins dans le nombre de
sprint, bien sûr, on va moins faire travailler non plus la contraction musculaire. Donc on va avoir un petit effet sur les symptômes physiques, mais ces symptômes physiques restent négatifs, ont un impact négatif sur la capacité physique perçue. La connaissance de soi, la sensibilisation, ça n'améliore pas. On se connaît, mais ce n'est pas ça qui va traiter la douleur. Et un impact positif sur la concentration. Et puis, faire attention à soi-même, un impact positif aussi sur la concentration, mais pas forcément sur les symptômes affectifs psychologiques. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des stratégies de mise en place qui font perdre aussi beaucoup d'énergie si on ne l'aide pas, si on ne soutient pas cette sportive par une prise en charge adéquate. Donc, que ce soit des symptômes physiques ou des symptômes affectifs, psychologiques, ils ont vraiment un impact sur le bien-être perçu et la capacité physique perçue. La prise en charge du syndrome prémenstruel, le diagnostic est clinique. C'est une insuffisance progestative de la fin du cycle. On a des moyens d'y faire face, des traitements homéopathiques pour celles qui disent les hormones, moi j'en veux pas. C'est la même qui prendrait des hormones thyroïdiennes si elle était en insuffisance thyroïdienne. Donc tout est une question après d'ajustement de la connaissance de la sportive. Donc bien expliquer notre prescription pour qu'elle ne reste pas au fond de la poche, c'est aussi important que de l'écouter. Donc la prise en charge est vraiment médicale, que ce soit traitement hormonal, traitement homéopathique. Il faut vraiment faire quelque chose et pas faire un régime pour perdre les 2 kilos qu'on prend avant les règles, parce que ça ne sert à rien, c'est hormonal. Maintenant, j'attire l'attention sur un autre point de vigilance sur ce que vous pouvez vous remarquer. Moi, je suis dans ma consultation, je ne suis pas sur le terrain. Mais par contre, une performance, un résultat attendu qui n'est pas réalisé, qui a été réalisé, puis ça devient plus difficile, une dernière partie d'entraînement difficile, des blessures fréquentes, une difficulté à prendre la masse musculaire, il faut penser à un état d'hypoœstrogénie chronique et ça, c'est le déficit énergétique relatif au sport. Donc, vous en avez très certainement entendu parler. Il y a même eu des papiers, un consensus du Comité international olympique et vraiment, il faut veiller à en limiter l'impact parce que ça n'arrive que si la balance énergétique est négative. C'est-à-dire que c'est une inadéquation entre les apports nutritionnels et la dépense d'énergie. Mais bien sûr, une triathlète, vous n'allez pas réussir à lui dire de prendre 2 kilos et de faire 3% de masse grasse en plus. Pareil pour une patineuse et dans certains sports, on a beaucoup de mal à rééquilibrer les apports énergétiques par rapport à la dépense. Et donc, on va essayer de prendre en charge pour compenser au moins qu'il n'y ait pas de conséquences délétères de cette hypoœstrogénie qui va avoir un impact vraiment qui peut être important, surtout à une période de croissance, de développement de la masse osseuse. Donc, moi, dans mon expérience, j'ai vu des jeunes de 19 ans en absence de règles depuis 3 ans et pratiquant de l'aviron avec une fracture de fatigue de l'humérus qu'on ne voit jamais, normalement à cet âge-là encore moins, avec une ostéopénie. Donc on va revenir. Bon, juste ce schéma, vous l'avez peut-être en tête, vous savez bien que les ovaires, c'est l'hypophyse, c'est l'hypothalamus, c'est ce cycle de la reproduction. Alors quand on veut être un peu plus court que l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, on dit l'axe de la reproduction, mais tout ceci est ralenti en fait, quand il y a une disponibilité énergétique insuffisante. Et on a très bien la bonne santé de l'athlète, où tout va bien, sa disponibilité énergétique est top, ses cycles sont réguliers, elle a une bonne densité osseuse. Et puis, on a tous ces états subcliniques qu'on se doit de connaître parce qu'elle a des règles 3 fois, 4 fois dans l'année. Et en dessous de 6 fois les règles dans l'année, ce n'est plus normal. Donc, c'est pas forcément lié à ce qu'on disait avant. Il y a des troubles des conduites alimentaires. Non, pas du tout. Il s'agit juste d'une disponibilité énergétique insuffisante, parfois par méconnaissance, par inadaptation, mais pas forcément par des troubles des conduites alimentaires. Et au maximum, on arrivera à la fracture de fatigue avec cette disponibilité énergétique basse et l'absence de règles complètes.
Il y a eu la traduction du consensus du CIO qui a été publié en 2022 dans la revue Sciences et Sport, qui reprend un petit peu toutes les conséquences, donc sous une forme plus facile à lire. Mais c'est bien sûr les blessures à répétition, c'est bien sûr l'arrivée de fractures de fatigue. Et moi, de voir des jeunes femmes adressées pour fracture de fatigue et de découvrir qu'elle est depuis 2 ans en absence de règles, c'est le cas des triathlètes, c'est le cas des danseuses d'opéra, c'est le cas vraiment de toutes celles qui ont un pourcentage de masse grasse inférieur à 16%. Là, le risque est grand. Donc les solutions potentielles, bien sûr, c'est l'éducation nutritionnelle. En cas de fracture de fatigue, on ne va pas la faire courir, bien sûr. Donc c'est du bon sens. Et la prise de contraception ne va pas régler le problème. Il faut en connaître la cause et traiter par un traitement hormonal substitutif, si c'est possible. Bien sûr, s'il y a besoin de contraception, on n'empêchera pas de prendre une contraception. Mais le plus important à retenir, c'est le lien entre l'équipe médicale et qui s'étoffe en fait. C'est pas simplement le médecin, c'est la psychologue, c'est la diététicienne et la correspondance avec le staff technique que vous représentez bien sûr. Alors la prévalence en demi-fond et fond, l'aménorrhée primaire, c'est-à-dire retard des premières règles après l'âge de 16 ans quand on a commencé tôt, elle atteint 20% des sportives. En demi-fond, l'aménorrhée secondaire, plus d'une sportive sur 2. Et en fond, un petit peu plus encore qu'en demi-fond. Donc les exercices, le travail long, la longue distance et le pourcentage de masse grasse faible, bien sûr, ce sont des facteurs de risque. Donc soyons vigilants sur nos athlètes parce qu'on va induire, par cette absence d'œstrogène, un impact négatif sur la performance. Vous l'avez vu, il y aura l'impact sur le métabolisme énergétique et sur le risque de blessure. Donc une nécessité, on en a parlé, la sensibilisation des athlètes, elle est essentielle. Donc on a fait un document qui est en lien facile à retrouver sur le site de l'INSEP. Et puis faisons que les règles, le cycle ne soient pas tabous. C'est peut-être nous à être vigilants, à voir que cet athlète-là, tous les mois, eh bien on a cette situation qui se répète. Et là finalement, quand elle ne souhaite pas forcément de traitement, je dis, attention, 3 jours par mois, tu n'es pas très bien. Tu es en deçà de ce que tu peux faire. Au bout de 10 mois, c'est 30 jours. Bah, faut peut-être mieux prendre 30 jours de vacances alors. Mais finalement, tu n'es pas en vacances parce que tu te sens frustré de ne pas faire autant. Et cette difficulté-là, il faut vraiment sentir un petit peu, en fonction de chacune. Parce qu'on ne peut pas avoir le même langage pour chacune, mais adaptons-nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous allons laisser la parole à Juliana, qui va reprendre un petit peu ces différentes phases du cycle, où nous voyons bien que l'athlète n'est pas la même tout au long de son cycle. Merci de votre attention. Alors, merci Carole.